Salut à tous et bienvenue, re-bienvenue, pour ceux qui étaient déjà là il y a quelques petites secondes. On n'a pas été aidé par les ordis au cours de cette soirée, mais on va y arriver doucement mais sûrement à parler de ce qui nous intéresse le plus au cours de cette soirée spéciale live NFL Draft 2025 consacrée à la foire aux questions. Je le précise, puisque Guillaume le dit sur le chat en effet. Merci infiniment à Camille qui non seulement assure la technique un petit peu la dernière minute, parce que c'est vrai on savait pas trop si on allait organiser cette FAQ cette année. Ça a été mis en place notamment l'année dernière avec Alain, mais on n'était pas forcément sûr et certain que ça allait se faire. Et donc voilà, Camille qui, comme d'habitude, avec ses doigts de fée, voilà, doit un petit peu se battre avec son ordi ce soir. Donc voilà, merci infiniment à lui pour assurer la technique pour ces semaines parfois longues et fatigantes, parce qu'il faut quand même nous écouter parler, notamment Jean-Michel et moi, assez régulièrement. Donc je vous resalue. Vous qui êtes présents sur le chat, donc Guillaume, Lala Packers également. Trémoche était là il y a quelques petites secondes également. Alors, je ne sais pas qui est là concrètement désormais, mais en tout cas, on va s'intéresser donc à la draft NFL 2025, prévue donc dans 48 heures à peine du côté de Green Bay dans le Wisconsin, avec donc les principales problématiques. Alors juste, je vais en profiter puisque justement on parle de tout ce qui est programmation à venir, et on évoquait justement donc cette fois en question prévue ce soir, donc pour s'intéresser aux différents sujets importants, que ce soit les échanges, les joueurs, les positions à suivre, tout ce qui peut potentiellement vous intéresser concernant l'avenir notamment de votre franchise, les choix potentiellement qui peuvent être réalisés, tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, bien entendu, puisque j'ai vu que ça a été posé assez régulièrement sur les réseaux et également sur le chat tout à l'heure, il y aura bien entendu une mock draft, la dernière mock draft organisée par Touchdown Actu, demain soir à partir de 20 heures, donc sur Twitch également. Et ce sera donc en compagnie de Jean-Michel Boujard, de Cyprien Delmas et de moi-même. Pour vous disséquer, on dira, les 32 choix des différentes équipes, puisque il faut le rappeler là encore une nouvelle fois, parce que c'est pas forcément le cas chaque année. Toutes les équipes, à l'heure où on se parle, disposent actuellement d'un premier choix de draft, d'un premier tour de draft plus précisément. Donc ce sera intéressant. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop, même si les échanges ces dernières années, c'est quand même un petit peu plus compliqué, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais en tout cas, aujourd'hui, et c'est assez rare pour le souligner, chaque équipe a donc un premier tour dans son escarcelle. J'en profite pour remercier Julien Brossillon qui s'est abonné pour un 27e mois avec Prime. Donc merci infiniment à lui. Et puis également, je vois que ça remonte doucement. On est à présent une cinquantaine. Kenyon Martin 59 également. Qui est là à nos côtés aussi. Donc voilà, comme je le disais, n'hésitez pas donc à poser vos différentes questions, tout ce qui pourrait vous intriguer concernant cette draft NFL 2025, notamment, alors vous avez pu écouter certains podcasts consacrés notamment aux positions. Si ce n'est pas encore le cas, il n'est pas trop tard, bien entendu. Vous pouvez passer sur touchdownactu.com ou encore sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement pour potentiellement retrouver les différentes pastilles consacrées donc à l'analyse poste par poste en audio. Vous avez également tout ce qui est article écrit. Il y a des top 10 par position dont je me suis occupé moi-même, que vous pouvez retrouver depuis quelques jours maintenant. Vous avez d'ailleurs tout ce qui est relayé, notamment efficacement par notre camarade Sébastien Polomeni sur Twitter. J'ai vu que Camille avait posté notamment le lien. Enfin, en tout cas, vous avez tous les liens importants pour pouvoir consulter l'actualité de Touchdown Actu et tout ce qui est contenu écrit ou audio. Donc voilà, 48 heures pour vous remettre dans le bain si besoin est, mais on est quand même là éventuellement pour creuser un petit peu plus s'il en est besoin. Alors, je vais commencer justement peut-être par... j'ai quelques petites questions sous le coude, mais vu que vous êtes présent sur le chat, on va en profiter un petit peu pour relayer vos différentes questions. Kenyon Martin 59 justement, qui nous demande est-ce qu'un trade est envisageable dans le top 3? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques rumeurs qui circulent depuis quelques heures maintenant du côté des États-Unis, et il faut quand même rester très très méfiant, parce que alors, pour ceux qui découvrent potentiellement la draft, ou même pour ceux qui sont un peu plus chevronnés, c'est vrai qu'il y a ce fameux concept d'écran de fumée.
on ne va pas hésiter à révéler un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que les dernières rumeurs, notamment, bah, font état de la situation d'une équipe qui monterait dans le top 3 de la draft, puisqu'il faut rappeler qu'on a une situation, notamment au poste de quarterback, qui est assez complexe, ou en tout cas où on se retrouve dans une cuvée qui n'est pas forcément très excitante pour beaucoup d'observateurs. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Le principal favori aujourd'hui pour être le numéro un de la draft est un quarterback, puisqu'il s'agit de Cam Ward, le quarterback de l'Université de Miami. Les Titans de Tennessee ont donc le premier choix et à l'heure actuelle ont en quarterback numéro un Will Levis. Donc il y a quand même une forte probabilité qu'il dégaine pour aller chercher un quarterback d'ici jeudi soir. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir qui potentiellement quelle équipe va être intéressée pour aller chercher le deuxième quarterback de cette draft, qui est donc sur le papier aujourd'hui Shedeur Sanders, quarterback de l'université de Colorado, fils de l'illustre ancien joueur NFL Deion Sanders, ancien cornerback notamment passé par les Falcons, les Niners, les Cowboys, etc., etc., qui coach aujourd'hui d'ailleurs l'université de Colorado. Et son fiston se présente en tant que quarterback avec un peu moins comment dire, de cote aux yeux des scouts de ce qu'on en entend en tout cas au cours des dernières semaines. Et donc la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une équipe qui va être suffisamment excitée par son profil pour s'inviter dans le top 2 et le top 3, des choix qui sont détenus aujourd'hui et par Cleveland pour le numéro 2 et par les Giants pour le numéro 3, sauf qu'il ne vous aura sans doute pas échappé si vous suivez l'actualité sur touchdownactu.com notamment, que les Browns ont signé deux quarterbacks pendant l'intersaison avec Kenny Pickett en provenance de Philadelphie et Joe Flacco qui était à Indianapolis l'année dernière, et que dans le même élan, les Giants ont également signé deux quarterbacks avec Russell Wilson en provenance de Pittsburgh et Jameis Winston en provenance de Cleveland justement. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que ces deux équipes sont vraiment intéressées par un quarterback et si ce n'est pas le cas, quelle autre équipe peut éventuellement les supplanter pour aller chercher le quarterback en question. Alors, c'est vrai qu'on me le fait signaler euh, fort à propos, il y a la possibilité chez Dior Sanders. Il y a aussi un nom qui revient beaucoup sur le poste de quarterback et je pense qu'on aura l'occasion de développer notamment dans les trois premiers tours de draft qui seront à suivre en direct sur Twitch, sur la page Touchdown Actu. Donc, pour le premier tour, dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir de 2 heures, ça sera le début de la draft. Et dans la nuit de vendredi à samedi, ça ce sera pour le deuxième et le troisième tour, et ce sera à partir de 1 heure. Donc, on aura l'occasion de développer, bien entendu, sur les quarterbacks les plus en vue. Il y a un nom, en effet, qui ressort beaucoup, c'est celui de Tyler Shogg, le quarterback de Louisville. On n'est pas forcément sur un profil top 3 très clairement. Ça peut être un nom qui s'invite éventuellement dans un top 50 ou un top 100 vraiment en fonction de la cote qu'il a. Il y a un gros historique pardon, de blessure le concernant qui clairement va pas rassurer beaucoup d'équipes. Je pense qu'il y a pas mal de formations qui l'auront rayé de leur big board perso. Mais en tout cas, on est sur une classe de quarterback très instable, mais aujourd'hui, c'est quand même Shedeur Sanders qui fait office de deuxième quarterback. Donc pour terminer ce que je disais tout à l'heure, la question va se poser de savoir si une équipe va monter dans le top 3 pour récupérer un quarterback. Ça semble quand même assez hypothétique aujourd'hui. Il y a deux gros candidats pour ça, hein, tant qu'on parle des équipes susceptibles de trader. C'est les Jets qui ont donc le septième choix et qui ont peut-être potentiellement besoin d'un quarterback pour mettre en concurrence Justin Fields, comme ça pouvait être le cas pour l'intéresser l'année dernière chez les Steelers. Ou éventuellement les Saints avec le neuvième choix. On pensait que Derek Carr avait toute la confiance du staff, sauf que les soucis médicaux s'en mêlent également un petit peu, un souci notamment à l'épaule, si je ne dis pas de bêtises, et ça hypothèque un petit peu sa participation à la campagne 2025, et on pourrait se retrouver pour une troisième année de suite avec les Saints qui drafteraient un quarterback, et là en l'occurrence au premier tour avec Shedeur Sanders, donc ce serait à surveiller. Guillaume le dit, il y a bien évidemment Jackson Dart, le quarterback d'Ole Miss. Là encore, sa cote est un peu fluctuante. Hein, il y a quand même des échos qui reviennent où on se dit, bon, vu qu'on ne sait pas trop où on en est, peut-être que ce sera un top 10, peut-être que ce sera plutôt une fin de premier, début deuxième. Là encore, ça dépendra vraiment des besoins des différentes formations. Après, les besoins vraiment absolus des équipes, hormis aujourd'hui peut-être les Steelers, et du coup peut-être par ricochet les Titans qui ont le premier choix de la draft. Sur les quarterbacks, c'est peut-être pas aussi désespéré que ce qu'on pouvait voir au cours des dernières années, donc ce sera quand même quelque chose d'assez intéressant à suivre. J'en profite pour remercier Oop57 pour son 24e mois pardon, d'abonnement avec Prime.
Kenyon Martin qui troll, bien entendu, en disant pourquoi pas les Falcons, bien entendu. Hein, je sais que vous l'attendez chaque année, hein, ce choix, et que Terry Fontenot fait tout de toute façon pour me miner le moral chaque soir de la draft. Donc de toute façon, j'essaye d'analyser un petit peu les joueurs que j'aime le moins dans cette QV pour savoir qui sera le choix d'Atlanta, notamment au cours du premier tour. Mais donc ce sera forcément à surveiller. Je vois que Green Acham n'était pas forcément très partisan d'un choix des Saints avec les quarterbacks. Faut préciser que les Saints, notamment ces dernières années avec Mikey Loomis, leur general manager, ça va souvent sur les lignes quand même. Hein. Donc on aura l'occasion de développer à cette occasion-là, mais ça va quand même partir plutôt sur la O-line ou sur la D-line à surveiller en l'occurrence. Doc Kingsman qui me demande quel sera le joueur qui va chuter dans la draft selon toi. Alors, Shadur Sanders, pour le coup, serait un bon exemple, hein, mais c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à jauger un petit peu clairement sa position éventuelle, mais c'est vrai qu'en creusant un petit peu, ce sera peut-être plus pour des raisons médicales, peut-être un joueur qui peut être susceptible de descendre, peut-être des choses qu'on ignorerait, un Will Johnson peut-être sur le poste de cornerback qui a eu quelques petits pépins physiques ces derniers mois. Mais bon, on n'est pas sur une classe de cornerback vraiment très excitante sur le papier. Après, en termes de talent vraiment intrinsèque, ce qui fera sans doute descendre par rapport à sa position, c'est peut-être Ashton Ginty, qui, comme je le disais, est peut-être un joueur top 10 dans les qualités qu'il arrive à développer, mais qui reste un running back. Donc, investir massivement sur un running back, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, même si là encore, on a beaucoup de rumeurs sur les Jets ou sur d'autres équipes comme ça, ou potentiellement. Il y a les Jaguars aussi qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc ça, chacun y met un petit peu son petit grain de sel. Mais pour l'instant, c'est quand même un petit peu difficile à envisager des grosses chutes parce qu'on est quand même malgré tout, aussi le préciser, sur une classe assez homogène. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qui conditionne, je pense, comme ça pouvait être le cas aussi l'année dernière, la possibilité d'avoir énormément d'échanges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sans doute à un point où des équipes se disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir massivement le capital draft qu'on a à disposition pour des joueurs qui, au final, sur certains profils, j'entends, peuvent être assez interchangeables selon la position qu'on cible. Donc c'est ça qui ressort un petit peu. Et c'est vrai que ce qu'on a pu constater notamment durant la free agency, c'est qu'on a eu énormément de contrats d'une année qui ont été signés par des prospects, aussi parce que bah, des franchises se laissent quand même une marge assez significative pour potentiellement aller chercher, pourquoi pas, le meilleur joueur disponible, un joueur qui pourrait tout simplement leur plaire sans forcément que ce soit un joueur qui récupère avec un haut choix de draft. Donc ça va forcément être quelque chose à considérer. Et c'est vrai que c'est un peu complexe aujourd'hui, notamment quand on se trouve entre le premier et le deuxième tour. On va avoir un gros mouchoir de joueurs où on peut ne pas être surpris de se retrouver avec un joueur 50e ou 60e alors qu'on pouvait l'attendre initialement à la fin du premier tour. Donc ce ne sera pas forcément étonnant. Auteur Skill qui nous demande Travis Center va-t-il chuter à cause du dilemme cornerback ou receveur? Alors, je ne pense pas. Après, tout dépend de ce qu'on entend chuter. Mais pour moi, je ne pense pas que ce soit une problématique. Il faut que l'équipe qui le sélectionne ait une idée claire de ce qu'elle veut mettre en place avec lui. Ça revient souvent dans les rumeurs, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à envisager aujourd'hui le fait qu'on le tente dans une position dans une année et qu'on le retente dans une position dans l'autre. C'est à rappeler, on parle beaucoup de joueurs qui font du double plateau, notamment Deion Sanders. Deion Sanders a joué quasi exclusivement cornerback en carrière, au-delà des équipes spéciales et des retours de coups de pied, bien entendu, mais en tout cas, il ne jouait pas et receveur et cornerback comme il pouvait le faire à l'université. Donc ça, c'est quand même extrêmement compliqué, même si ces dernières années, on a affaire à des athlètes extrêmement athlétiques et polyvalents. Il y a quand même il y a quand même une science du jeu, une exigence quand même à avoir pour être performant à temps plein. Et c'est toujours bien d'être excellent sur un poste plutôt que d'être moyen plus, même si bon, je pense qu'on prend pas trop de risques avec Travis Center, mais en tout cas, plutôt que d'être bon sans plus, plutôt sur deux positions. Donc ce sera plus ça. Après, très honnêtement, je pense que globalement, si on doit établir aujourd'hui un top 3, c'est quand même compliqué de se dire, de voir d'autres joueurs que et Cam Ward, et Travis Center, et Abdul Carter. Donc si la question c'est est-ce que Travis Center peut descendre au-delà du top, en dessous, pardon, du top 3, je ne le pense pas. Pas dans ces mesures-là. Après, il y avait la fameuse hypothèse du quarterback pris via un trade-up avec les éventualités qu'on a abordées tout à l'heure, auquel cas, bien entendu, ça pourrait faire descendre un des défenseurs très en vue, à savoir ou Abdul Carter ou Travis Hunter.
J'essaie de voir un petit peu ce que vous avez comme question. Bill Jaworski qui est avec nous. Quelle serait la position où les choix peuvent s'enchaîner lorsqu'une équipe déclenche? Alors du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de positions là encore où ça joue peut-être sur un mouchoir de poche. On peut avoir un rush à un moment donné sur des edges. Même si c'est une classe extrêmement profonde et où on peut quand même trouver des solutions assez intéressantes sur les deuxième et troisième tours, ce sera pas un problème. Mais je pense qu'en fin de premier tour, si des équipes se jettent sur des edges, ça peut être quelque chose d'intéressant. Les tackles, ça reste également un grand classique. Encore une fois, c'est un choix qui rassure toujours en fin de premier tour. Et quand on commence à voir un tackle qu'on envisageait peut-être vers le 30e spot et qui commence à partir au 20e choix parce qu'une équipe se dit, bah tiens, finalement, ce choix, ça me paraît être assez sûr. Bah, il y a peut-être des équipes qui vont commencer à se précipiter un peu. Dans le top 20, il y a des équipes qui ont besoin de linemen offensifs, mais je pense à des formations comme Miami, comme Seattle, derrière les principaux noms qui reviennent, type Patriots, même les Jets, par exemple, ont des besoins sur la O-line. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être des linemen offensifs et des tackles plus précisément, qui vont être sélectionnés assez tôt dans le top 20 et où bah, des profils qu'on n'attendait pas forcément aussi haut, type Josh Connerly. Alors il y a Grey Abel également sur la main intérieure qui revient aussi beaucoup, le massif joueur de North Dakota State. Ça peut être des joueurs en effet qui peuvent être sélectionnés assez haut. Après, voilà, pour terminer un peu sur la question, on sait que les receveurs aussi, ça a souvent tendance à rusher un petit peu. Il y a quelques noms assez ronflants dans le top 5. On pense à Ted McMillan, le joueur très, très grand et imposant d'Arizona. Il y a quelques joueurs également, quelques slot receivers qui ont la cote ces dernières années. Et ça pourrait être le cas notamment d'Emeka Egbuka, le joueur d'Ohio State, ou de Luther Burden, le receveur de Missouri. Donc il y a vraiment, il y en aura vraiment pour tous les goûts, a priori, au cours de cette année. Merci au passage à Zulkanoub, j'espère que je ne prononce pas mal, que je n'écorche pas pour son 41e mois d'abonnement, qui nous dit hâte de voir Pete Carroll puis choisir un running back au premier tour. Alors c'est une éventualité, on va le dire tout de suite. Et c'est vrai que on s'est beaucoup moqué un petit peu des Seahawks ces dernières années parce qu'en effet ils sélectionnaient souvent des coureurs assez hauts, hein. Je pense que Camille est assez bien placé pour le savoir. Après, de mémoire, ça intervenait quand même généralement plutôt vers le deuxième ou troisième tour. C'était quand même assez rare qu'on ait des running backs dans le top 30 de la part de John Schneider et Pete Carroll. Donc très honnêtement, il y a toujours un petit peu cette hypothèse sur Ashton Jeanty et ça reste un poste à besoin, hein, ce poste de running back chez les Raiders. Mais je pense que je ne m'avancerai pas et on en parlera sûrement avec Jean-Mi, même si c'est pas sûr que ce soit lui qui sélectionne pour les Raiders demain à l'occasion de la mock draft du site. Il y a quand même énormément de besoins toujours aujourd'hui du côté de Las Vegas, et ce malgré l'arrivée récente par exemple d'un Geno Smith au poste de quarterback, ou malgré certains joueurs qui ont été signés durant l'intersaison. Nolive 9 qui nous dit tu le mets où Cam Ward sur ton board tout poste confondu. Alors c'est vrai que moi si on prend la position intrinsèque, je partirais quand même sur l'idée plutôt dans les alentours de la 30e place. À peu près, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, malgré tout, a beaucoup d'aspects techniques, je trouve, à perfectionner. Après, ça reste un joueur, encore une fois, un athlète capable d'improviser dans n'importe quel type de situation, avec un bon bras, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a encore, ça reste un talent à polir, et par rapport à des joueurs qui ont beaucoup plus prouvé, qui sont beaucoup plus complets sur le papier, c'est compliqué de le mettre un petit peu plus haut, même si, ça, je ne vous apprends rien, le poste de quarterback est souvent plus mis en avant et donc du coup bah, avec des joueurs qui sont draftés un petit peu plus haut. Le fameux reach, hein, c'est un terme que vous entendrez beaucoup jeudi soir, donc le reach qui est donc la sélection d'un joueur beaucoup plus haut que là où on l'attendait, donc potentiellement un joueur qui était attendu entre le 60e et le 100e spot et qui se retrouve en plein milieu du premier tour. Ça, c'est un reach à 100% aux yeux des observateurs. Ça ne garantit rien, hein, on a déjà eu des exemples, hein. L'un des plus célèbres étant par exemple Bruce Irvin, hein, parce que je parlais des Seahawks tout à l'heure. Bruce Irvin, linebacker à l'époque de West Virginia, qui a eu une belle carrière, mais qu'on attendait un petit peu plus bas et qui avait été sélectionné en milieu de premier tour par les Seahawks. C'est un des exemples notamment qui me revient. Alors, Guillaume, j'ai vu ta question sur Pittsburgh. Je ne spoil pas, puisque du coup, on va pas anticiper sur la mock, ou de toute façon, on donnera nos avis demain, donc à partir de 20h, avec Jean-Michel et Cyprien. Mais il n'y a pas tant de besoin que ça du côté des Steelers, et pas forcément un tight end pour le coup. C'est peut-être pas là que j'irai en l'occurrence. Kenyan Martin 59 également qui nous demande quel est le poste le moins bien fourni cette année. Alors, j'avoue que linebacker, ça fait pas beaucoup rêver cette année.
c'est pas la position. Alors en plus, c'est vrai qu'on a des profils un petit peu polyvalents. Je pense à un Jalen Walker qui a eu un espèce de rôle un peu hybride hein, du côté de Georgia. Je sais qu'on avait des questions notamment qui avaient été posées sur les réseaux sur pourquoi on n'aimait pas forcément ce joueur, en tout cas pourquoi certains membres de la rédaction n'aimaient pas ce joueur. C'est un profil très polyvalent. Là encore, on est sur un joueur qui sera pas excellent partout. Enfin, qu'en tout cas, qui sera pas excellent plutôt dans un domaine en particulier, mais qui sait faire énormément de choses, pardon. Et c'est vrai qu'à la base, c'est un inside linebacker de formation, les fameux off-ball linebackers qui sont formés un petit peu à tout faire, à poursuivre, à couvrir, etc., etc. Mais c'est vrai que même si ça s'est fait un petit peu par bribes en 2024 avec un joueur beaucoup plus écarté sur la ligne défensive, bah, on a vu qu'il était aussi capable de chasser le quarterback et qu'il était capable d'avoir cette densité aujourd'hui qu'on demande de linebacker moderne, cette capacité à être forcément efficace sur trois tentatives mais aussi et surtout de pouvoir blitzer et chasser le quarterback si besoin est. Ça, a priori, Jalen Walker sait le faire. Donc la question, c'est de savoir dans quel système il pourra le plus s'éclater, hein. Est-ce que dans un front 3, en étant vraiment un outside linebacker à 100%, ça pourra le faire? A priori, il n'y a pas de doute. Est-ce que dans un autre système, ça peut éventuellement correspondre? C'est là où les équipes vont devoir éventuellement se poser la question. Mais c'est vrai que c'est un joueur encore un petit peu brut peut-être aussi parce que là encore, l'échantillon n'est pas suffisamment dense, hein. On est aussi dans des universités, dans des programmes comme Georgia où bah, forcément il y a beaucoup de turnover, beaucoup de joueurs qui partent à la draft et du coup bah, les joueurs qui sont lancés en tant que titulaires ont déjà pas mal d'années d'expérience sur le campus. Donc du coup, bah, au final, quand ils se retrouvent à être sélectionnables ou à s'inscrire pour la draft, ils ont peut-être un petit peu moins d'expérience en termes de snaps disputés que dans d'autres plus petites universités où on compte notamment sur des joueurs sur plusieurs saisons. Donc c'est vrai que Jalen Walker, on se dit, il y a ce risque d'être le fameux One Year Wonder, le fameux joueur d'une année qui casse absolument tous les codes, qui sait faire pas mal de choses en effet, mais qui va avoir du mal à performer. Et c'est vrai qu'on reprenait beaucoup cet exemple, notamment au sein de la rédaction, mais il y a un petit profil avec il y a une petite similitude, pardon, avec un homonyme, Trevon Walker, hein, qui on le rappelle, là encore, je parlais de Rich tout à l'heure. Quand il a été sélectionné numéro un de la draft devant Aidan Hutchinson à l'époque par les Jaguars, ça fait grincer quelques dents parce que c'était un joueur qui était attendu top 10 et que peu envisagé en tant que numéro un de la draft. Alors on a vu que malgré tout, il arrive à faire une carrière en NFL, il arrive à être beaucoup plus performant, il a progressé en 2024 très clairement. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce syndrome de se dire oui, très clairement, ça peut être un gros potentiel, mais quand il va pouvoir exploser et surtout dans quel rôle, ça c'est la principale interrogation. Mais ça reste un joueur attendu aujourd'hui dans le top 10 de par en effet tout ce qu'il est capable d'accomplir et une marge de progression qui reste assez certaine parce que comme je le disais, l'échantillon n'est pas non plus totalement dingue. Alors, Théophane des Vikings, il nous dit oui, tous les ans, on a l'impression que le poste de linebacker est peu fourni. J'ai pas la sensation. Il y a quand même des années récentes où la position était pas autant dévaluée, mais là, c'est vrai que dès le début, on a su que ça allait être un peu compliqué. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de profondeur, hein. Il peut y avoir quand même les fameux styles, là encore, hein, les bonnes affaires, les joueurs qu'on sélectionne, peut-être à moindre coût, hein, aux alentours des troisième, quatrième, cinquième tours. Vous savez, là où on commence à avoir un petit peu les choix compensatoires. Il y a quand même potentiellement des bonnes opérations à faire. Et comme les running backs, généralement, les linebackers, c'est un peu devenu les parents pauvres, entre guillemets. Si aujourd'hui, on n'est pas capable de couvrir parfaitement, de jouer vraiment sur trois tentatives, bah, même si on est un run stopper un peu classique mais efficace, on n'est pas forcément aussi bien l'outil, donc on peut être susceptible d'être sélectionné un peu plus bas. Donc c'est ça aussi qui peut avoir tendance à dévaluer un petit peu la position. Alors, je vois que vous êtes très intéressé par les échanges. Ça ne m'étonne pas. On a un public échangiste. J'aime ça. Pour être un peu plus sérieux, donc Coinzel qui nous dit draft avec échange demain. Alors là encore, l'année dernière, on attendait vraiment que ça pète dans tous les sens. Je me demande si dans la mock, on n'était pas parti sur au moins une dizaine ou une douzaine d'échanges. Et au final, on avait été assez déçus. On était vraiment resté sur notre fin par rapport à ça. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi une question de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre la maison pour potentiellement aller chercher un joueur qui peut avoir un profil similaire, le profil similaire d'un autre qu'on peut récupérer un peu plus bas. C'est aussi le risque. Après,
Il y a des équipes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de trade-up depuis le début de ce live, il y a des équipes qui potentiellement peuvent être intéressées à descendre. Alors, on nous avait posé la question également sur les réseaux sociaux. Quel était l'intérêt concrètement de faire notamment des trade down? La majeure partie du temps, c'est pour justement récupérer du capital draft. Parce qu'on va avoir des équipes qui vont avoir 11, voire 12 choix. Je pense que 11, c'est le record à l'heure actuelle cette année. Mais on a des équipes qui ont également très peu de choix de draft aujourd'hui parce que c'est du capital qu'ils ont déjà investi par le passé pour potentiellement récupérer des joueurs vétérans, par exemple. Et cette année, si on regarde bien, on a des équipes comme les Minnesota Vikings qui n'ont que 4 choix. Je crois qu'ils ont un premier, un troisième, un cinquième et un sixième tour. On rappelle qu'il y a donc, pour ceux qui découvriraient un petit peu plus la draft, on a donc 7 tours au total dans cette draft, avec donc un choix par tour. Donc en moyenne, les équipes ont donc 7 tours dans leur escarcelle. Mais du coup, voilà, comme je le disais, avec les différents échanges qui peuvent se dérouler en cours de saison, certaines équipes peuvent monter à 10 ou 11, et donc bah, à l'inverse, des équipes peuvent n'en avoir plus que 4 ou 5. C'est le cas des Vikings qui n'en ont plus que 4 aujourd'hui, et il me semble que les Commanders également, notamment pour avoir récupéré la Remington Seal dans un passé récent du côté de Houston, n'ont que 5 choix à disposition. Donc les Falcons également ont très peu de choix de draft, je crois qu'ils en sont à 4 également si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, c'est des équipes aussi qui peuvent se dire, bon, bah voilà, on a quand même besoin d'un petit capital de draft pour essayer de reconstruire un petit peu l'équipe. Donc, s'il y a des équipes qui sont intéressées, alors après, tout dépend du trade qu'on fait, hein. L'idée, c'est pas forcément de monter de 10 ou 20 spots, mais même de 2 places pour essayer de court-circuiter notre équipe, ça peut être intéressant. Mais il y a des équipes qui peuvent ouais, écouter les offres qui leur sont faites et puis potentiellement se dire, bon, bah voilà, on facilite l'échange parce que ça peut être un deal gagnant-gagnant. Ça peut permettre à l'équipe qui monte de récupérer son joueur tout en permettant à l'équipe qui descend d'avoir un petit peu plus de capital. Voilà. Théophane qui confirme en effet les Vikings qui peuvent largement descendre. Alors, ils n'ont pas énormément de besoins à mon sens, hein, corrige-moi si je me trompe, mais en tout cas, voilà, ça peut leur permettre malgré tout d'assurer le coup. On sait qu'il y a beaucoup de blessures en NFL malheureusement, qu'il faut aussi assurer un minimum de profondeur. Donc c'est toujours bien également d'avoir un maximum de choix. Tout le monde n'est pas Houston à recruter 30 joueurs durant la free agency et à doubler voire tripler les positions. Donc ce sera en effet quelque chose à surveiller de près. Alors Guillaume qui nous demande comment on détermine les compensations pour monter à la draft. Alors si ta question c'est comment on détermine les choix compensatoires, alors pour rappel, vous avez eu une FAQ notamment sur les réseaux, je l'ai vu passer notamment sur Twitter. Alors, les choix compensatoires sont déterminés par la NFL et sont déterminés. Alors, c'est un espèce de prorata selon les joueurs qui sont partis l'année précédente pendant la free agency et surtout en fonction du contrat qu'ils ont signé. Voilà. Si on n'a pas pu conserver un joueur parce qu'il a signé un gros contrat dans une autre équipe, ça peut permettre l'année suivante de récupérer un choix donc dit compensatoire qui, bah, par exemple, pour un joueur vraiment très coté, sera au maximum un troisième tour. Voilà. Il y a aussi des choix compensatoires qui sont liés notamment aux embauches de coachs et de general managers issus des minorités ethniques, hein, la fameuse discrimination positive made in NFL, où dès qu'on engage un coach métis, noir, latino, etc., etc., bah, l'équipe dont il est issu récupère un choix compensatoire pour avoir permis justement de promouvoir cette différence ethnique. Donc voilà, c'est quand même c'est un petit peu particulier comme idée des choses, mais en tout cas, c'est par ce biais qu'on peut récupérer des choix compensatoires. Et si justement on travaille bien pendant la draft et qu'on laisse des joueurs partir via la free agency, eh ben, ça peut être intéressant parce que en effet, ça veut dire qu'on est capable de construire par le biais de la draft. Avant tout, il y a des équipes qui le font extrêmement bien, notamment les Baltimore Ravens qui se sont fait une réputation. Les Niners hein, ont très souvent également, me semble-t-il, des choix compensatoires, notamment des troisième ou des quatrièmes tours. Donc si on arrive à construire et surtout à renouveler l'effectif avec de la jeunesse et des joueurs qu'on a réussi à drafter, bah, en fait, c'est un cercle vertueux parce qu'au final, on récupère des choix compensatoires relativement hauts et qui peuvent là encore permettre de continuer de développer l'équipe par le biais des joueurs issus de l'université. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire. J'essaie de retrouver un petit peu vos questions globalement sur ce qu'on m'avait envoyé. Je reste bien entendu attentif à ce que vous pouvez me dire. Ah, pourquoi la McDaniel Rules? Il y avait une histoire avec Josh McDaniel là-dessus? Ah bah oui, pardon, bah, on parle du coach de Miami, j'imagine. Je- C'est le S qui m'a perturbé dans le message de Victor. Mais oui, oui, il y a la fameuse histoire avec Mike McDaniel, le coach de Miami, qu'on revendiquait de minorité ethnique
Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Chacun a son héritage, comme on dit. On va pas développer un petit peu plus là-dessus. Après, on parlait des postes les moins fournis. Si on s'intéresse aux positions, on va dire, les plus fournies, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes là encore. Et je sais que ça va diviser pas mal de mes comparses sur du pôle draft. Pardon, j'arrive à m'exprimer. Mais c'est vrai qu'en fonction des positions, ça va plaire plus ou moins aux uns et aux autres, la profondeur qu'on peut y trouver. C'est sûr que ces dernières années, et 2025 ne fera pas exception à la règle, et je pense que 2026 n'est pas parti pour faire exception à la règle également, si j'anticipe un petit peu. Si on veut du joueur de ligne défensive, que ce soit extérieur ou intérieur, il y a moyen quand même il y a quand même moyen de se régaler. Il y a quand même moyen de faire des bonnes opérations. Notamment, il y a certaines franchises qui aiment beaucoup, beaucoup doubler les postes. Et je pense que si vraiment il y a des gros besoins dans ce secteur-là, c'est quelque chose qui peut être fait. Et il y a largement moyen, notamment si vous avez besoin d'un edge et d'un lineman défensif, de pouvoir faire des belles opérations en allant chercher les deux. Nolive 9 nous dit sur le chat, c'est vrai que, alors, receveur, il nous dit c'est pas ouf. C'est surtout qu'on a tellement été presque pourri gâté entre guillemets ces dernières années avec des classes de receveurs qui étaient assez dingues. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, quand on regarde la classe, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a quatre cinq noms ronflants qui sortent un petit peu du lot. Derrière, je dirais pas que c'est des projets, mais en tout cas, c'est des joueurs avec qui il va quand même falloir être un peu plus patient. Voilà, il y a tout type de profil. Je parlais des slot receivers, pardon, des joueurs un petit peu plus petits, capables d'avaler les espaces. Bah, on a un profil par exemple comme Jalen Noel à Iowa State qui est parfaitement capable de le faire. Si on veut des profils un petit peu plus grands, spectaculaires, on va dire en homme à homme, bah, alors là, on va pouvoir se régaler si on veut du Jaden Higgins, autre joueur d'Iowa State, si on veut du Eli Kayomanor, le Canadien de Stanford, ou si on veut du Jack Bech, un espèce de receveur tight end en provenance de TCU, bah, il y a clairement moyen de trouver des possibilités. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas aussi profonde que ce qu'on avait pu voir ces dernières années, cette classe de receveurs, mais il y a quand même du talent, mais il va quand même falloir être un peu plus patient. On va peut-être pas falloir s'attendre à des joueurs qui cassent la baraque dès le début, comme on a pu voir ces dernières années, avec un McCaffrey ou dans m- moindre mesure, hein, en prenant des pincettes, un Ricky Pearsall qui a quand même montré des bonnes choses, surtout vu les conditions dans lesquelles il est arrivé en NFL, faut-il le rajouter. Et puis bien entendu, dans les positions peu fournies, je le disais tout à l'heure, mais mon quarterback, voilà. Et si aujourd'hui on évoque la possibilité d'avoir un Jackson Dart dans le top 10, si on évoque la possibilité d'avoir un Tyler Shough au premier tour, c'est que vraiment on n'est pas sur une classe qui fait rêver, hein. On attendait des profils qui crevaient l'écran en college football, des Quinn Ewers, des Quinn Ewers pardon, en provenance de Texas, des Jalen Milroe en provenance d'Alabama. Ce sont malheureusement des joueurs qui n'ont pas confirmé. Et du coup, ça laisse clairement la porte ouverte aux franchises pour potentiellement se dire, bon, bah, si c'est comme ça, on va être patient, mais on va peut-être prendre un profil qui semble un peu plus nous intéresser, nous correspondre. Alors, donc, je répète une nouvelle fois, parce que je ne sais pas si tout le monde était là au début, pour le programme donc, de cette semaine, hein, puisque du coup, on a eu nos petits aléas techniques, mais on est déjà ensemble depuis une petite demi-heure maintenant. Donc demain, donc mercredi soir, notez bien dans vos agendas, à partir de 20 h sur Twitch en direct, dernière mock draft du site. Je précise sans échange, parce que le but est de savoir un petit peu les stratégies, les intérêts des différentes franchises concernant donc ce qui va se passer jeudi et enfin, j'allais dire et vendredi, mais en tout cas principalement ce qui va nous intéresser, c'est les choix du premier tour. Donc principalement ce qui va se passer jeudi. Mock draft en direct avec notamment Jean-Michel Boujard et Cyprien Delmas qui seront en ma compagnie. Camille également qui sera là pour assurer la technique à nos côtés. Et puis donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec un début de draft prévu à 2 h, il y aura sûrement une prise d'antenne légèrement avant, mais on prend rarement une demi-heure ou une heure avant, parce que de toute façon, même à 2 h, quand on lance officiellement la draft, l'horloge n'est pas officiellement lancée. Donc ça va nous éviter de meubler pendant 40 minutes. Il y aura sûrement une prise d'antenne légèrement avant 2 h, mais je ne m'avancerai pas forcément là-dessus. La draft, elle, commencera à partir de 2 h, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, avec donc le premier tour.
de la draft, les 32 premiers choix de cette QV 2020, de cette QV 2025, c'est bien ça. Et donc, on se retrouvera dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, samedi, on aura Jean-Michel et Niti, a priori, qui seront avec moi. Et samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, pardon, je vais y arriver, ce sera donc à partir de 1 heure du matin, le début donc du deuxième tour, avec les deuxième et troisième tours prévus là encore en direct. Je ne vais pas me tromper sur le nom de mes coéquipiers, mais en tout cas, je vous relayerai ça. Mais on sera de nouveau trois pour développer ça en détail, donc dans la nuit de vendredi à samedi. On fera pas les derniers tours dans la nuit de samedi à dimanche, hein. C'est des choix un petit peu plus quelconques, entre guillemets, hein. Vous savez que j'adore parler des troisièmes long snappers d'Alabama, mais pour le coup, on va peut-être s'abstenir. On n'aura peut-être pas énormément de choses à dire sur chaque choix non plus. Et puis, il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, des pastilles post-draft à vous proposer pour analyser division par division entre fin avril et fin mai les différents choix qui ont été réalisés par les franchises. Donc, on aura bien l'occasion de développer sur ces choix réalisés entre le quatrième et le septième tour. Mais on nous dit malheureusement pas de Victor. Voilà. Impératif personnel, bien entendu, mais très important également. Donc, on ne doute pas qu'il sera présent de temps en temps sur le chat, peut-être. Qui sait? On verra ça. J'en profite également pour saluer Jules NFL qui s'est abonné avec Prime. Donc merci beaucoup à lui ou à elle, d'ailleurs, je ne sais jamais. Je m'avance peut-être. Merci à cette personne en tout cas. Et avant qu'on se quitte, je vais essayer de retrouver quand même les dernières petites questions. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Fast69 qui nous dit vu la qualité de la classe de QB à la draft, est-ce que les Titans n'auraient pas intérêt à choisir Abdul Carter et à prendre un Jackson Dart ou Jalen Milroe par exemple au second tour? C'est une possibilité. Très honnêtement, c'est vrai qu'il y a eu cette déclaration un petit peu énigmatique de Mike Borgonzi, le general manager de Tennessee, il faut encore que je m'habitue un petit peu à son nom, qui était donc ces dernières années assistant du côté des Kansas City Chiefs et qui avait annoncé vouloir recruter un talent générationnel. Alors dès qu'il a dit ça, on s'est dit bon bah ça peut pas être un quarterback, sauf que bah, manifestement, vu la direction qui est prise, ça paraît quand même assez étonnant dans le sens où ils peuvent prendre un autre quarterback que Cam Ward, mais avec le risque, encore une fois, de devoir le développer. Ce qui est déjà la problématique aujourd'hui avec Will Levis. Donc, si tu te retrouves avec deux quarterbacks à développer dans une année où potentiellement Brian Callahan se retrouve un petit peu sur la sellette, puisqu'il faut le rappeler donc, il y a ce nouveau general manager qui arrive en place, et on ne connaît pas exactement son niveau de confiance vis-à-vis de Brian Callahan. C'est peut-être pas forcément le meilleur rôle. Vaut mieux peut-être avoir un quarterback qui est un peu plus prêt à démarrer dès la première semaine NFL, même si, comme je le disais tout à l'heure, Cam Ward a des zones largement perfectibles. C'est peut-être un petit peu plus rassurant que ce que peut apporter Will Levis, vu ce qu'on en a vu sur certains moments en 2024. Donc ça peut être une stratégie, hein, encore une fois. Le poste de edge, en plus, je pense que tu seras d'accord avec moi, est quand même un poste à besoin, hein. Je suis pas plus rassuré par Draymond Jones et Lorenzo Carter que toi, j'imagine. Donc en effet, ce sera un petit peu à surveiller. J'essaie de vérifier vos questions. Alors, c'était Derrick Quinn hein, qui avait posé sa question, notamment concernant Jalen Walker tout à l'heure. J'en profite pour citer un petit peu les différents noms. Et Vincent Reynaud également qui nous avait posé la question, notamment des trade down. Alors, on avait une question un peu caillasse également de Guillaume tout à l'heure qui nous demandait combien les joueurs touchaient, notamment dans le top 10. Alors, je suis pas le plus expert concernant les dépenses. Il faut rappeler un petit peu que les salaires désormais des rookies sont encadrés, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire des folies. Généralement, les premiers choix, en fonction des positions, parce que ça va beaucoup rentrer en ligne de compte, je pense qu'on doit être aux alentours d'une dizaine de millions peut-être sur une année. Après, c'est toujours graduel, hein. C'est des contrats à longue durée, donc on peut très bien être à 4 millions la première année, 6 la deuxième, etc., etc. Ça peut largement évoluer, mais en tout cas, ça a changé depuis maintenant presque une décennie, hein. Je me rappelle qu'à une certaine époque, pas si lointaine, on avait quand même des joueurs, notamment des quarterbacks, qui signaient des contrats à hauteur de 150 millions de dollars, alors qu'ils n'avaient pas encore joué un seul snap en NFL. Ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Et puis, ce qu'il faut rappeler également, au-delà du contrat, c'est que la position à la draft est importante dans le sens où, bah, par exemple, il y a beaucoup de joueurs et leurs agents qui attendent, par exemple, si un joueur est sélectionné en quatrième choix, ils vont un petit peu attendre de savoir quel contrat va être signé au-dessus ou en dessous pour justement pouvoir savoir quelle fourchette raisonnable
sur quelle fourchette raisonnable ils peuvent se mettre d'accord avec la franchise. Donc c'est souvent là aussi échelonné. Le premier choix aura souvent un meilleur contrat que le deuxième, etc., etc., ce qui paraît quand même sur le papier assez logique. Mais donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Je rappelle également, et ça peut être important pour la question des quarterbacks, notamment si on a des équipes qui échangent, par exemple, pour remonter à la fin du premier tour. C'est important, par exemple, d'avoir un quarterback au premier tour ou un joueur tout simplement au premier tour, puisqu'on rappelle qu'il y a il y a les fameuses cinquièmes saisons optionnelles qui peuvent être activées, les fameuses saisons supplémentaires qu'on peut activer sans forcément renégocier un nouveau contrat massif. Et donc, chaque équipe qui récupère un premier tour de draft a la latitude donc de pouvoir activer un an avant la fin du dit contrat, une année supplémentaire pour potentiellement pouvoir conserver ce joueur et s'octroyer une masse salariale relativement abordable pour signer d'autres joueurs. Donc ça, c'est toujours non négligeable. Et donc vous étonnez pas, par exemple, si on a des équipes qui montent, notamment en fin de premier tour pour récupérer un quarterback. L'un des exemples récents les plus célèbres étant par exemple Lamar Jackson du côté de Baltimore qui avait été sélectionné en 32. L'un des exemples moins célèbres était Teddy Bridgewater, par exemple, à l'époque du côté, je crois que c'était Minnesota encore à l'époque, même s'il a fait plusieurs franchises depuis. Donc voilà un petit peu les différentes clés qu'on peut voir par rapport aux positions et aux intérêts, notamment d'avoir un premier choix de draft. Je pense que globalement, on a fait le tour hein, sur vos différentes questions. J'espère ne pas en avoir oublié. J'essaie de voir un petit peu si vous en avez peut-être une ou deux pour terminer. Et puis encore une fois, de toute façon, on se retrouvera demain pour la mock draft. Et bien entendu, si vous êtes des nôtres, pour les deux nuits donc, que j'évoquais, donc dans la nuit de jeudi à vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi, où on scrutera bien entendu le chat au maximum. Ce sera plus simple en plus parce qu'on sera plusieurs. Là, j'avoue qu'en étant tout seul, c'est un petit peu compliqué de meubler en pouvant lire attentivement vos différentes questions. Mais voilà, en tout cas. On vous accompagne jusqu'au bout. On vous accompagne Je vois la question troll de Kenyon Martin sur le chat qui ne parle pas de football américain. On ne parle que de NFL ce soir. Je m'exfierai peut-être sur les réseaux concernant d'autres disciplines. Sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà, pour redevenir un peu plus sérieux, on se retrouve donc demain à partir de 20h sur Twitch donc pour la mock draft, la dernière mock draft du site, donc sans échange, un choix par formation, Jean-Michel Boujard et Cyprien Delmas qui seront des nôtres. Camille qui vous remet les différents liens essentiels sur le chat si vous voulez tout consulter de l'actualité draft et NFL en général concernant Touchdown Actu. Merci encore infiniment Camille, je sais que voilà ton ordi, ton matériel t'as mis à rude épreuve ce soir, voilà, merci encore infiniment parce que je ne cesse de le répéter. C'est pas toujours génial de devoir gérer pendant 4 jours la technique pendant qu'il y a quelqu'un qui parle à côté. Donc merci encore à lui et merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir été patients également malgré ces petits aléas techniques. Vous étiez pratiquement 100 ce soir, donc ce qui est déjà très très bien pour une simple foire aux questions. Mais c'était aussi l'occasion de faire monter un peu la température à 48 heures de l'événement. Donc voilà, très bonne soirée à tous et à très vite. Et à demain, du coup, pour cette nouvelle soirée NFL. Salut à tous.